comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes accompagnés d'un invité spécial, Monsieur Mathieu Sergé, professeur au campus de Bruxelles de l'Université de Louvain. Bon après-midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes co-responsable du renforcement de l'école doctorale dans le cadre de la coopération belge au développement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, tout à fait. Donc il faut savoir qu'en Belgique, une partie du budget du gouvernement fédéral qui est consacré à la coopération au développement, donc une partie de ce budget est accordée aux universités, donc aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, donc les deux parties de la Belgique. Et ce budget pour les destiner aux universités est géré par un organisme qu'on appelle l'ARES. Et parmi donc ce magot financier sont développés toute une série de projets, dont des projets de renforcement institutionnel. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui au Burundi et que je viens régulièrement au Burundi, dans le sens où je travaille plus spécifiquement sur ce qu'on appelle un appui institutionnel, c'est-à-dire que toute une partie de cet argent est saupoudrée sur des besoins spécifiques des universités. Donc dans le cadre ici de l'Université du Burundi, je travaille plus spécifiquement au renforcement de l'école doctorale. Je peux vous donner des exemples. Un projet qui me tient à cœur, outre le projet qui concerne la dimension genre à l'école doctorale, est un projet de mise en place de cours de langue, de cours de langue de français académique ou d'anglais académique. Et ces cours de langue doivent aider les doctorantes et les doctorants à acquérir un niveau de maîtrise de l'anglais et du français suffisant pour pouvoir rédiger des articles scientifiques ou pour pouvoir faire des présentations. Donc là, avec ma collègue Elisa, qui est également présente dans le studio aujourd'hui, nous avons consacré toute une partie de notre séjour à la mise en place de ces cours de langue, sachant aussi que inévitablement on travaille avec des budgets qui sont limités. Donc ces cours de langue seront en grande partie des cours de langue qui pourront être suivis à distance, donc via une interface qui est vraiment consacrée à ça, qu'on utilise un peu partout dans le monde, qui est ce qu'on appelle l'interface Moodle. Donc ce sont des cours qu'on peut suivre à distance de chez soi et qui impliquent un strict minimum de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des inscriptions pour les participants qui voudraient suivre ce programme ? Mais ce programme est destiné vraiment à l'ensemble des doctorants de l'école doctorale. Donc il suffit d'être inscrit à l'école doctorale pour pouvoir également, outre les autres cours qui sont organisés par l'école doctorale, donc dans le cadre du parcours doctoral des doctorants, une fois qu'on est inscrit à l'école doctorale, on a accès à l'ensemble de ces cours. Donc il y a des cours, il y a les cours de langue dont je viens de parler, il y a des cours plus spécifiques évidemment qui sont liés aux disciplines de recherche de tous ces doctorants, il y a des cours de méthodologie, il y a toute une panoplie de cours vraiment qui ont été préparés pour les doctorants et ils ont un nombre minimum de crédits à accumuler, donc chaque cours vaut pour un nombre spécifique de crédits. Ici par exemple le cours de langue vaut pour 4 crédits et donc il faut accumuler un minimum de crédits pour avoir l'autorisation de défendre sa thèse. D'accord. Vous êtes co-responsable du programme ARS-CDD. Et comment ARS contribue-t-elle spécifiquement à améliorer la participation de femmes dans le programme doctoral au Burundi ? Alors il faut savoir que à ma connaissance, dans l'ensemble des partenariats qui visent la coopération au développement, nous sommes obligés dans nos projets de respecter un nombre spécifique de conditions. On peut songer notamment aussi au développement durable. On est obligé d'introduire une dimension développement durable dans nos projets. Et une autre condition qu'on est obligé de respecter, c'est d'introduire également une dimension genre dans nos projets. Donc on a
pas, et heureusement d'ailleurs, on ne nous autorise pas à mettre en place nos projets de coopération et développement sans introduire une dimension genre. Ici, dans le cadre de l'appui institutionnel, nous fonctionnons sur, si mes souvenirs sont bons, 6 résultats. Moi, je suis co-responsable avec mon collègue de l'Université du Burundi, David Nyukuri, du résultat numéro 1, donc qui est le renforcement de l'école doctorale, mais il y a un autre résultat qui se focalise spécifiquement sur la dimension genre. Alors ne me demandez pas en détail en quoi consiste ce résultat, parce que je ne connais pas par cœur l'ensemble des activités liées à tous les résultats, mais il faut savoir aussi qu'il y a donc des collaborations transversales, et donc l'activité dont je m'occupe, outre les activités de langue, les activités de renforcement méthodologique et tout ça, donc l'activité mise en évidence du parcours doctoral de la femme au Burundi se fait en collaboration avec l'autre résultat, donc qui s'occupe de la dimension genre. Parfois, donc il y a des collaborations transversales entre résultats. Est-ce que vous pouvez nous partager des statistiques de femmes qui sont inscrites dans le programme? Je ne les connais pas par cœur, mais pour vous donner un exemple, si mes souvenirs sont bons, l'école doctorale a été créée en 2017. Voilà, c'est très bien. Merci de confirmer. Donc, elle a été créée en 2017 et la semaine prochaine, la 3e femme qui aura suivi le parcours doctoral à l'école doctorale va défendre sa thèse. Donc, il s'agit toujours d'une minorité. Je pense que c'est d'un ordre qui va entre 5 et 10% des inscrits. Et si je peux ajouter quelque chose à ce stade-ci, cette donnée administrative donc de l'inscription de 5 à 10% doit à nouveau être revue à la baisse, parce que évidemment ce n'est pas parce qu'on s'inscrit au parcours doctoral qu'on va le terminer pour autant. Donc seule une fraction de ces données arrivera au bout du parcours. C'est déjà difficile en soi. Bon, moi je parle du point de vue de mon expérience belge. Tout le monde en Belgique, qu'on soit homme ou femme, ne termine pas son parcours doctoral, mais le contexte burundais fait très probablement en sorte que c'est encore plus difficile pour une femme de terminer son parcours doctoral. Il suffit de songer à des données telles que l'intervention de la maternité ou de plusieurs maternités successives, où on passe d'une situation de célibat au mariage, ce qui génère des attentes au niveau de l'interaction entre mari et femmes. Donc ne serait-ce que ces données-là, ou des décès familiaux qui nécessitent une réorganisation des fonctions au sein du foyer, toutes ces données-là peuvent venir perturber le parcours doctoral de la femme, hélas. Et vous, en tant que cofondateur, quelles sont les principales initiatives que vous avez initiées pour le projet actuellement en cours qui vise à favoriser l'accès des femmes au programme? Alors le projet principal, puisque je ne travaille que sur une toute petite partie de la dimension genre, le projet principal dont je m'occupe, il est en train d'avoir lieu maintenant, exactement, à ce moment-ci. On a déjà fait une petite partie hier après-midi avec vos collègues de Jimbere Magazine. Une chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de mettre en évidence justement la possibilité de terminer ce parcours. Ici, on en est à la 3e doctorante dans une semaine. Donc, ça met bien en évidence que ça n'est pas impossible. Et au plus on montrera des exemples de possibilités d'achever le parcours, au plus on créera de modèles auxquels les femmes burundaises, les chercheuses burundaises pourront s'identifier. Au plus on augmente la visibilité de la possibilité, au plus on créera des nouveaux possibles. Est-ce que c'est possible que vous nous en parliez de manière détaillée avec des exemples concrets de ces initiatives? D'accord. Oui, vas-y. Tu as quand même les portraits dans elles interviewent, il y a des podcasts qui sont faits sur ces... Ah oui, non, je pensais que vous parliez de parcours spécifiques, de docteurs spécifiques. Ok. Oui, là, oui. Oui. Ok, vous pouvez répondre comme ça. Ça va? Ok.
J'attends que vous me posiez la réponse. Non, la question, vous pouvez juste répondre. Il n'y a aucun problème. Non, un exemple plus spécifique, je peux vous donner l'exemple de hier en fin d'après-midi, donc dans l'amphithéâtre numéro 10 de l'Université du Burundi. Donc vos collègues de Jimbere Magazine ont organisé un panel auquel j'ai participé, de même que donc cette doctorante Irène, qui va défendre sa thèse la semaine prochaine, de même que la professeure Vestive qui a introduit le débat. Eh bien, en mettant en place ce genre de panel, ce genre de discussion ouvert à un grand public, on arrive donc à mettre ce public en relation directe avec des exemples comme la professeure Irène, mais qui n'a pas défendu qui doit encore défendre sa thèse ici au Burundi, et avec Vestive, qui sont là directement en contact avec le public pour expliquer leurs expériences, les couples les plus difficiles, et aussi les success stories auxquels elles ont pu être confrontées ou auxquelles elles sont encore confrontées durant leur projet. Donc on essaie un maximum d'organiser des activités comme hier après-midi, comme aujourd'hui, où les gens viennent directement parler de leur expérience pour... et aussi, c'est l'avantage des podcasts, notamment. Ils sont accessibles partout dans le monde, ou presque, où on les réécoute au moment où ça nous arrange le mieux. Mais oui, au plus on en parle, au plus on va créer des possibles. Je pense aussi à un autre avantage. Je pense qu'au plus la société va mettre en évidence que un pays doit utiliser l'ensemble de ses forces vives, un pays doit utiliser l'ensemble de ses talents. Et évidemment, ces talents ne se réduisent pas à une fraction de la population, ces talents concernent l'ensemble de la population. Et donc c'est aussi une façon de générer ces talents, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la population burundaise elle est plutôt ouverte à ces programmes ? Je l'espère, en tout cas dans mon expérience, et je pense que c'est aussi comme ça du côté de l'État, de mon expérience, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande réticence, et alors je vais être très, très nuancé dans mes mots, je n'éprouve pas une grande réticence parmi les publics auxquels je m'expose quand je suis ici au Burundi. Évidemment, je m'expose au personnel de l'université, je m'expose à un public académique, je m'expose à des représentants du gouvernement et je m'expose aux journalistes. Et en tout cas, de ce côté-là, j'éprouve plutôt une ouverture, une volonté d'aller de l'avant. Mais je peux aussi bien m'imaginer, et c'est le cas partout dans le monde et aussi en Belgique, qu'il y a des publics ou qu'il peut y avoir des zones géographiques ou qu'il peut y avoir des couches sociales où on est beaucoup plus réticent à ce parcours. Et ça ne concerne pas que le Burundi. Je peux vous donner aussi l'exemple de la Belgique où dans certaines couches sociales ou dans certains milieux, on dira à la fille, eh bien maintenant, on t'a déjà payé des études universitaires, c'est bon, maintenant il est temps pour toi de venir participer à la vie quotidienne de notre ménage, et il n'est pas du tout question pour toi de poursuivre avec une thèse de doctorat. Donc si c'est possible en Belgique ou dans d'autres pays que je connais dans l'Occident, c'est probablement possible également au Burundi. Est-ce que vous pensez que l'effet qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de femmes qui sont impliquées dans le programme, c'est dû au fait que il y a peut-être les côtés société, mais aussi peut-être par rapport aux cours qui sont dispensés, peut-être que ce sont des cours qui sont assez compliqués pour elles. Je n'en ai pas vraiment l'impression. Évidemment, une femme peut être victime des stéréotypes qui sont liés à sa féminité, justement. Hier, on a parlé, par exemple, de la force physique. Qu'une femme ne pourrait pas avoir suffisamment de force physique pour exécuter un tel parcours. Mais d'expérience, travaillant à temps plein dans une université belge, je n'ai jamais été confronté
à des restrictions physiques, mais liées à la féminité de la femme, à son corps de femme vis-à-vis du parcours doctoral. Bon, on a évidemment l'enjeu des restrictions physiques à cause d'handicap physique, mais là, on parle d'autre chose que d'un questionnement genre. Je ne le pense pas. Pour vous donner un contre-exemple, il y a des ingénieurs civils, femmes, qui travaillent dans la construction de bâtiments et dans des tours. Mon ex-épouse est électricienne. Non, pardon, est soudeuse. Pardon. Oui. Et elle travaille dans un contexte particulièrement masculin, traditionnellement parlant. Et je ne pense pas que ceci devrait servir comme argument à ne pas entamer le parcours doctoral. Bien au contraire, ce serait le moment de montrer que le contre-exemple est vrai. Oui, exactement. Et comment vous soutenez les étudiants dans la réalisation de leurs recherches à partir du programme? Alors, à partir du programme, on essaye d'instaurer un maximum d'échanges avec les doctorants. Je peux vous donner le cours de langue là qu'on est en train de mettre en place. On est ici pendant une semaine au Burundi. On essaye de maximiser les échanges qu'on a avec les doctorants et avec les différents acteurs impliqués dans le programme. C'est très difficile de gérer ce type de programme depuis la Belgique. Ouais, j'imagine. À distance, ça ne marche pas très bien parce qu'il faut créer des moments où ma collègue Elisa ou moi où les acteurs ici au Burundi sont disponibles au même moment. Créer un moment libre dans l'agenda alors que quand on est en Belgique, on a déjà un agenda bien rempli. C'est assez compliqué. À ceci s'ajoute le fait qu'on est dépendant de la technologie et que parfois la technologie, elle peut avoir ses imprévus. Donc on essaye vraiment de maximiser ici notre présence, d'écouter les besoins spécifiques des doctorants et de mettre en place des programmes les mieux adaptés aux réalités du terrain. Parce que on met en place un cours qui se donne à distance, mais il faut tenir compte du fait que tout le monde n'a pas toujours un ordinateur connecté à Internet au moment où ils le souhaitent. J'imagine que beaucoup de femmes ne peuvent pas se dire « Ok, je rentre à la maison, la première chose que je vais faire, c'est consulter mes mails. » C'est le clivage technologique, oui. Et une autre chose à laquelle je pense et qui est très probablement le cas de la femme aussi, c'est de disposer de son propre espace dans la maison. Ça, c'est vraiment primordial pour une femme, mais malheureusement, on vit dans un contexte où la femme n'a pas vraiment le temps pour soi. Oui, mais il y a le côté emploi du temps qui correspond à une attente sociétale, très probablement. Il y a le côté aussi espace, un espace de repli, avec un ordinateur connecté, ou ne serait-ce qu'un espace où on peut écrire et on peut faire ces choses à soi en tant que femme. En tout cas, en Afrique, on a toujours appris à la femme de beaucoup plus prendre soin de sa famille et de ne pas rêver plus qu'au-delà de ce que la famille peut offrir. Mais j'aimerais savoir, après votre départ, comment vous allez évaluer les résultats de ce programme sur l'impact de l'accessibilité de femmes à ce programme? On le verra au nombre d'inscriptions. Et on le verra, c'est ce qu'on appelle les indicateurs, on le verra au nombre d'inscriptions et on le verra au nombre de thèses défendues. Et je serais bien curieux de connaître aussi le ratio entre les inscriptions et les thèses défendues. J'aimerais quand même savoir quelque chose. Vous avez dit, depuis l'ouverture de l'école en 2017, jusqu'à présent, il n'y a que 3 femmes qui ont fini le programme. Oui. 3 femmes. Oui. Depuis 2017. Oui. Les chiffres, il est quand même très minime. Il est très minime, oui. Je ne conteste pas. Parce qu'on parle... je vais parler à la grosse louche parce que je ne connais pas tous ces chiffres par cœur. Je les vois passer de temps en temps, mais je ne les retiens pas par cœur. Mais on parle quand même d'une population donc toute cohorte, donc toute année d'inscription confondue, toute cohorte confondue. On parle d'à peu près 200 doctorants. Ok. Avec admettons, entre 5 et 10% de femmes. Et, oui.
Oui, ça. Donc, de là la nécessité de programmes tels qu'on l'a fait hier après-midi, aujourd'hui, de rendre public cette possibilité et d'en démontrer les avantages, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays pour être en excellente santé, je ne dis pas en bonne santé, mais pour maximiser sa santé, son fonctionnement, doit pouvoir compter sur l'ensemble de ses forces vives. Et la barrière des genres ne peut pas influencer tout ça. Je le vois bien à mon université aussi, où moi je suis professeur de littérature, en langues et lettres, même en sciences humaines, dans les universités en Belgique. Il y a une très forte population de femmes. Quand j'ai un auditoire de 10 personnes en face de moi, j'ai un garçon. Les grandes années, ce sont 2 garçons. Okay. Et le reste de l'auditoire est composé de filles. Et donc ça démontre bien que qu'on soit homme ou femme, cela ne dit rien sur nos compétences intellectuelles, sur nos compétences créatives, sur les contributions qu'on peut apporter au fonctionnement de son pays. J'imagine que quand vous êtes venu avec ces programmes ici au Burundi, beaucoup de gens n'étaient pas très ouverts à ces programmes. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés pour mettre en œuvre le projet au soutien des écoles doctorales du Burundi? Alors la campagne de médiatisation qu'on est en train de mener aujourd'hui, elle est le fruit de très longues négociations. L'enjeu principal, c'est d'empêcher les comparaisons en créant l'impression qu'on donne priorité aux femmes. Donc on a essayé de ne pas inverser la situation. Pour autant, je vais vous donner un exemple concret. Il a été décidé, par exemple, de ne pas offrir un ordinateur portable à chacune des femmes, parce que cela générait une égalité entre hommes et femmes. D'accord. Donc on a longuement réfléchi, et c'est comme ça qu'on en est venu davantage à investir dans la sensibilisation. Comme ça, on ne crée pas d'inégalité, on ne crée pas de comparaison. On reste dans un discours beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux aussi. Et je pense que... mais quelque part, il a même ses avantages, parce que, admettons, pouvoir sensibiliser par les médias quelques milliers de femmes... quelque part, ça peut avoir des avantages bien plus prometteurs à longue durée que d'offrir 50 ordinateurs portables à des doctorants. Ah, sûrement. Voilà. Sûrement. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de la pérennité par rapport au programme? Alors la pérennité, elle doit pouvoir se mesurer. J'avais parlé des indicateurs, le nombre d'inscrits, le nombre de doctorats défendus. Et c'est toujours aussi un des grands challenges de la coopération au développement, parce que l'État belge, ici, dans la coopération au développement interuniversitaire, elle fonctionne par programme quinquennal. Donc on dégage des budgets qu'on étale sur 5 ans. Ok. Mais 5 années, c'est très vite passé. Ici, on va bientôt entamer la 3e année de notre programme. Et tout n'est pas encore réalisé. La version finalisée du cours, on vient de la boucler maintenant, après quelques mois de mise en place avec ce qu'on appelle dans ma langue natale avec les maladies d'enfance. Et donc, comme je le disais, c'est un des grands enjeux de la coopération au développement, parce qu'on reçoit de l'argent pour 5 ans. On ne sait pas, après 5 ans, de quel budget on pourra disposer, si on dispose encore d'un budget. Et donc, c'est là tout le challenge de pouvoir mettre en place quelque chose qui va continuer dans la durée, tout en sachant que peut-être on n'aura plus d'argent, ou moins d'argent, ou qu'on nous demandera d'investir autrement dans 6 ans, et pouvoir faire en sorte que malgré tout, ça puisse durer. Et c'est un des avantages des cours à distance, c'est qu'une fois qu'il est bouclé, il nécessite un minimum d'intervention humaine. Donc, admettons, songeons au scénario catastrophe. Dans 6 ans, ni ma collègue Elisa, ni moi-même ne pourrons encore être là.
eh bien le cours il est là, il est en ligne, et il peut être suivi par les doctorants à distance de chez eux. Oui. Et on le sait très bien, n'importe quel humain, hélas, est remplaçable. Oui. Donc si moi je ne suis pas là ou Elisa n'est pas là, quelqu'un du personnel de l'Université du Burundi pourra éventuellement prendre notre place, ou on aura d'autres personnes qui pourront nous remplacer depuis la Belgique. Ouais. Donc il faut pouvoir faire en sorte que si les choses disparaissent, si les investissements humains ou financiers disparaissent, il faut pouvoir faire en sorte qu'au moment où on a bouclé son projet, il puisse continuer à suivre son chemin de la façon la plus autonome possible. Et vous, en tant que cofondateur du programme, comment vous pouvez encourager les femmes qui aujourd'hui hésitent à poursuivre les cours doctoraux? Disons que notre discours, pour commencer, tient compte des principales embûches que peuvent rencontrer les femmes lors de leur parcours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est bien conscient. Je me suis documenté, j'ai eu des échanges avec des femmes doctorantes, avec des professeurs féminines, j'ai rencontré des gens, et donc oui, donc notre discours n'est pas un discours vide ou en l'air. Il est mené dans la conscience, par exemple, que la femme au Burundi est victime, je ne dis pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes sont victimes de stéréotypes. On attend de leur part d'être mère, de s'occuper du foyer, de s'occuper de la famille, de s'occuper de la maison, etc. Et qu'elles sont victimes de ce stéréotype, qu'elles ne sont pas faites pour les études. Ça, c'est une première chose. Bon, on a déjà parlé de l'emploi du temps, quand on s'occupe du ménage, du mari, des enfants, de la famille, etc. Ou caser du temps pour la recherche doctorale. On a déjà parlé du manque d'espace à soi. Ici, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un maximum de potentiel d'identification à des modèles, à pouvoir dire: regarde un tel, ou prends l'exemple à un tel, elle y est parvenue, pourquoi pas toi? Il faut savoir aussi que les programmes de l'école doctorale sont très souples. Par exemple, quand je regarde la population, hélas principalement masculine, c'est une population active, c'est une population qui travaille, et donc qui est obligée aussi de libérer un maximum de temps les samedis et les dimanches à côté de leur travail. Vous allez me dire, ça se jouera probablement au désavantage de leur femme, parce que le mari n'est déjà pas là parce qu'il part travailler en semaine, il n'est pas là non plus le dimanche. Mais je pense que, et là je parle en tant qu'homme, si la femme a la chance de pouvoir côtoyer un environnement familial où, admettons, le mari est sensible et où lui est capable de revoir ses fonctions dans la société, alors qu'elles en profitent. Donc on est là, on essaie de mettre un maximum de choses en place, on essaie de les rendre le plus flexible possible, mais bel et bien aussi dans la conscience que même si on met en place un programme très souple, très flexible, on n'y arrivera pas non plus sans une remise en question beaucoup plus globale, où l'homme aussi est disposé à revoir ses fonctions sociétales, se dire pourquoi est-ce que c'est justement à la femme pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas aussi de mon côté faire telle ou telle chose. Donc hélas, on met les choses en place à notre mesure, mais bel et bien aussi dans la conscience qu'il y a un re-questionnement, une redéfinition, une remise en question beaucoup plus large qui doit accompagner tout ça. Et là, c'est un peu hors de notre portée, hélas. Ah, d'accord. Vous n'avez pas arrêté d'entendre le nom de Elsa, collègue de M. Mathieu Sergi, qui est là dans nos studios aussi cet après-midi. Mais Elsa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vient de dire M. Mathieu? Alors, je ne dirais pas que j'ajouterais quelque chose. Je vais insister sur quelque chose qui a déjà été mentionné lors de votre conversation.
je pense vraiment, donc hier j'ai pu avoir la chance, tout d'abord merci de me laisser le mot, merci beaucoup. Okay. J'ai pu avoir la chance hier de participer donc à ce panel de discussion à l'Université du Burundi. Oui. Et j'y ai retrouvé, moi j'étais dans le public en fait, donc avec les jeunes filles, garçons qui commençaient leur parcours universitaire. Donc ici, je vais insister sur l'importance, en fait, si je viens de trouver quelque chose à ajouter, en fait. Et par la même occasion, je vais insister sur d'autres choses. Mais par l'importance, donc on a parlé ici de l'école doctorale. Je pense que pour pouvoir faire des choses au niveau de l'école doctorale, il y a aussi des choses à faire au niveau de l'université, donc d'aller voir la couche entre guillemets en dessous, donc qui prépare à cette école doctorale et d'aller chercher les jeunes. Donc hier j'étais en plein milieu de tous ces jeunes, comme je le suis en Belgique quand je donne cours, et ça m'a beaucoup frappée de me dire que c'est avec eux en fait eux et elles, qu'on va pouvoir faire des choses. Et donc, je réinsiste ici sur ce qui a été déjà dit. Je pense que des moments d'échange, de visibilité, de part des médias, de part des séances comme hier de panel sont importantes parce qu'ils sont venus me trouver à la fin et me demander « Ah ben tiens, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben vous êtes une femme » et ça ouvre la discussion, ça ouvre, comme mon collègue Mathieu le disait, des champs de possible en fait, tu ne t'en rends pas toujours compte que oui c'est possible, que oui ça existe, et donc je pense vraiment que ce genre de moment, ce genre de publication pour avoir de la visibilité de ce qui est fait par d'autres femmes est vraiment important, et en fait oui j'ai été tellement reconnaissante de pouvoir participer à ce panel dans le public en fait, pour me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir, je l'espère, mais je l'ai vu parce que ça ouvrait chez eux et chez elles des questionnements qui sont parfois au début, c'est le début de ces questionnements, mais c'est déjà un très très bon début. On a besoin de cette ouverture-là au niveau, par exemple, de ceux et celles qui commencent un parcours universitaire. Donc c'est un chouette public cible aussi pour faire des choses plus tard au niveau de l'école doctorale. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci à vous. Les gars, on va prendre une petite minute de pause et on vous retrouve tout juste après.